Alors, c'est un discours relativement court, c'est juste pour montrer le cadre dans lequel on est en train de fonder l'Alliance bleue et rouge. Il fallait effectivement donner un cadre. Maintenant, l'objectif, c'est plutôt d'avoir un dialogue. On n'est pas là juste pour avoir des gens qui écoutent, enfin, vous commencez à nous connaître. On est là pour dialoguer. Donc l'objectif, les fondateurs sont là, à l'exception d'un Philippe, on a deux Philippe, donc d'un Philippe qui n'a pas pu être présent. Ce que je vous propose, c'est plutôt de poser les questions que vous avez en tête. Je suis sûr que vous êtes tous venus avec beaucoup de questions. Nous allons y répondre avec le plus de sincérité possible. Et quand on n'a pas les réponses, eh ben on n'a pas les réponses. Ça veut dire qu'on y réfléchira et qu'on essaiera de vous apporter une réponse. C'est tout l'objectif. Mais on a quand même beaucoup de réponses. On a une vision que je vous ai donné une sorte de petit teasing pour vous donner la vision actuelle de l'Alliance bleue et rouge. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt de commencer à ce dialogue. Et il n'y a pas que moi qui répondrai. Chacun des fondateurs sera libre de prendre la question et d'y répondre s'il s'en ressent. Je vous propose de commencer. On peut peut-être commencer par toi. Ravi, enchanté, Aurélien, journaliste, donc indépendant. J'avais une question parce que je vous connaissais par rapport au cercle suivi. Vous connaissez un petit peu moins, en fait, il y a la casquette d'incubateur. Là, je découvre, en fait, le nouveau parti politique. Je voulais savoir, en fait, dans quel cadre la visibilité en fait, se fait, en fait, entre ces trois instances, et si vous pouviez m'éclairer sur ce point. Il y a deux instances. Il y a le cercle et le parti. Ouais. Et il y a l'incubateur, mais justement, on va en parler. Donc, je répète juste la question pour le micro, puisque le micro n'est pas dans la pièce, donc les auditeurs ne l'entendent pas. Donc, la question est quel est le schéma global entre le cercle Sully, cercle de réflexion, l'incubateur et l'Alliance bleue et rouge. Donc, effectivement, pour nombre d'entre vous, si vous avez été sur Internet et vous avez regardé cercle Sully, l'Alliance bleue et rouge, vous avez pu tomber aussi sur l'incubateur, qui est une structure à part, qui n'est pas lié à l'Alliance bleue et rouge. Il faut faire un tout petit peu d'historique pour comprendre ce que c'est. Donc, le cercle Sully sera toujours le cercle Sully, un cercle ouvert à tous, où chacun peut venir débattre et construire des solutions avec les autres, dans le respect. Lors de la dissolution de juin 2024, beaucoup de citoyens ont voulu se présenter. Ils ont été choqués, comme beaucoup d'entre nous, par cette façon de faire. Et beaucoup de citoyens ont voulu se présenter en tant que citoyens, libres. Il s'avère que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de se présenter à une élection, c'est d'une difficulté sans nom. Ça, Grégoire, on faisait partie de ça. Ça a été une belle aventure. C'est extrêmement difficile, ça demande beaucoup de moyens. Et à ce moment-là, on a créé l'incubateur pour aider les citoyens à aller à l'élection. Mais l'incubateur est une structure totalement à part qui est là pour aider les citoyens, puisque c'est quand même un peu notre vision, pour aider les citoyens à se présenter à une élection. Mais en aucun cas, l'incubateur n'est véritablement un parti politique, c'est une boîte à outils. Donc c'est quelque chose d'à part qui permet à tout à chacun, à partir du moment où il a vraiment envie d'aller à l'élection, de se voir aider pour aller à cette élection-là. Et l'Alliance bleue et rouge, comme je l'ai dit tout à l'heure, est vraiment quelque chose qui est là pour porter pas toutes les idées du cercle Sully, puisque le cercle Sully propose un éventail d'idées et de solutions. Donc effectivement, on a choisi, c'est pour ça qu'on a une vision, une ligne directrice pour reconstruire le pays. Mais très largement, on puise dans ce qui est dans les publications du cercle Sully pour créer cette vision et aller de l'avant avec l'Alliance bleue et rouge. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, parfaitement, en fait. Donc, si je comprends bien, en fait, le cercle suivi, c'est le laboratoire d'idées. Oui. L'incubateur, c'est à part. Et l'alliance bleue et rouge, en fait, c'est donc la partie qui conduit. Absolument. Merci. Me dites pas que vous n'avez pas de questions. Je suis sûr que vous êtes venu avec des questions. Je n'ai pas de questions. Pas encore, parce que j'ai été très impressionnée par votre discours. Et surtout, merci. Parce qu'effectivement, je suis allée regarder sur Internet ce qu'était le cercle. Et
m'intéresse énormément. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'avoir une jeunesse très belle. Mes parents étaient commerçants. Mon père était policier en droit à Marseille. Maman avait une maroquinerie sur le Forêt-d'Ain à Marseille. Mhm. Et c'est eux, si vous voulez, qui m'ont forgé, parce que c'était de grands humanistes. Et c'est eux qui ont forgé mon caractère et qui m'ont aidé justement aussi à évoluer et à réussir aussi dans la vie. À 19 ans, j'ai 81 ans. À 19 ans, j'avais mon diplôme de secrétaire de direction. On va le passer. Parce que sinon, les auditeurs n'entendent rien et c'est dommage. Si tu peux juste... Vous voulez, vous voulez. Oh, tu peux tenir là. Je tiens la main. Attendez. Oui, vous tenez à la main. Comme ça, comme Vous ça, pouvez tenir à la main. comme ça. Je pense que ça va aller mieux. Je pense que là les gens entendent. Oui. Oui, c'est bon. Voilà, donc si vous voulez, moi j'ai eu mon diplôme de secrétaire de direction à 19 ans. J'ai aidé mes parents longuement. Et en même temps, j'étais très attirée par les arts. J'ai fait du piano. J'ai été premier prix dans le dramatique aussi. Et conjointement, si vous voulez, au fil de mes activités avec mes parents et par rapport au domaine artistique, j'ai participé à la fondation du Théâtre Tourski à Marseille. J'ai tourné énormément de films. J'ai eu la chance de tourner avec Chabrol, avec Nathalie Baye, avec Simone Signoret, avec plein de gens comme ça. Et en 83, ma fille a eu un accident et j'ai tout arrêté. Mais ça n'a pas empêché, si vous voulez, de croire toujours à la culture et de participer à la vie, quotidienne aussi des Français, parce que à un moment donné, mon père est malheureusement décédé très rapidement, et j'ai été appelée tout simplement par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour travailler pour un élu qui était vice-président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et là, j'ai eu si vous voulez, comment dire, j'avais l'aspect de la société telle qu'elle est en la vivant moi-même, et j'avais aussi l'aspect du ressenti des hommes politiques de la vie française et des citoyens français. Ça a énormément, j'ai eu énormément de questionnements, et l'élu pour lequel je travaillais, à un moment donné, a été, comment dirais-je, élu maire de secteur du 1er, 4e, 13e et 14e arrondissement de Marseille. Quand j'étais au conseil départemental, j'avais la charge des demandes de logement, des demandes d'emploi et des demandes d'aide sociale. Quand je suis partie à la mairie de secteur, je lui ai dit, monsieur, moi je veux bien prendre une thématique, mais pas les trois, parce que la densité de population d'un canton est complètement différente à celle d'une mairie de secteur. Vous me donnez ce que vous voulez, et je le ferai avec toute la ténacité que j'ai en moi. Et il m'a donné l'emploi. Pendant 4 ans, j'ai reçu 6676 personnes. Et j'en ai placé 5280. Pourquoi? Parce que je pars du principe que dans la mesure où on doit partager les désirs de quelqu'un, surtout en matière d'emploi, il faut l'aider de la façon la plus positive possible. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai essayé de faire par rapport aux gens que je recevais, c'était de comprendre leur personnalité, de savoir ce qu'ils avaient fait dans leur vie et de les aider à évoluer. Et je crois que je tiens ça de mes parents, je crois que je tiens ça peut-être aussi parce que l'humanité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je passe les détails et les années. Et à un moment donné, j'ai été appelée à partir en Guyane française, où j'ai enseigné le français en prison.
D'accord. Voilà. C'est pas commun de partir au Guyane pour voilà, voilà. Et si vous voulez, et là j'ai eu un autre aspect de la personne humaine. J'avais dit au directeur de la FPA Cayenne, qui était mon directeur, je lui ai dit, écoutez monsieur, moi je vais bien prendre ce poste, mais sachez une chose, c'est que je n'interviendrai absolument pas dans les problèmes judiciaires des stagiaires que j'aurai. Je me l'interdis. Et ce que je veux, c'est arriver à comprendre pourquoi ils sont là et de quelle façon on peut les aider à sortir de ces problèmes. Parce que j'avais des criminels et j'avais des tas de gens, si vous voulez, qui étaient condamnés pour différentes choses. Et ça a été une expérience extrêmement riche pour moi parce que, bon, je parle un peu l'anglais, un peu l'italien, mais pas, si vous voulez, d'autres langues. J'avais 17 nationalités différentes dans ma classe. Et j'avais demandé au directeur de la prison des supports pédagogiques traduits. Et c'est ce qui a été fait. Et j'ai pu comme ça, si vous voulez, comment vous dire, aider ces gens-là à avoir un regret de ce qu'ils avaient fait. Et un jour, le directeur de la prison m'a appelé et il m'a dit, Mireille, je ne sais pas ce que vous faites, mais ils sont calmes. Alors je lui ai dit, écoutez monsieur, moi je les respecte en tant que personne humaine, c'est tout. Et je leur dis que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont commis des fautes et que toute faute doit être réparée. Et c'est pourquoi, si vous voulez, votre volet de la justice m'intéresse énormément, parce que j'ai eu cet aspect-là, et je suis en train de vivre autre chose actuellement, parce que j'ai mon ami d'enfance qui écrit un ouvrage sur les violences sexuelles sur les enfants, dont la fille a été abusée sexuellement à 7 ans par le cousin de la famille. Donc, comment vous dire, moi je suis pétrie je vais arriver à trouver des solutions, comme vous. Et c'est pour ça que votre mouvement m'intéresse énormément, parce que on marche un peu de travers partout et on ne sait pas comment faire en sorte pour justement faire prendre conscience aux gens qu'ils ont une personnalité, qu'ils peuvent effectivement être fiers de leur personnalité, mais que dans la mesure aussi où ils ont commis des actes qui sont répréhensibles, ils doivent payer. Ils doivent les assumer. Voilà. On est bien d'accord. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Je vais vous reprendre le micro. Pardon. Non, non, c'est... Merci beaucoup. Je vais juste et puis on va essayer d'aller un peu plus loin. On est bien dans, je ne vais pas donner tous les exemples, mais on est bien, quand on réfléchit sur un sujet, à regarder le sujet dans sa complexité et non pas à regarder avec des idées toutes faites et toutes simples. Les idées toutes faites, toutes simples, vous les voyez tous à la télévision. On n'a plus une extrême gauche, une extrême droite et un centre. On a une extrême gauche, un extrême centre et une extrême droite. On n'a plus aucun représentant qui aujourd'hui essaie de regarder la complexité du monde, y apporter des solutions et discuter avec celui qui l'aime pas, et on a le droit de ne pas s'aimer, mais on n'a pas le droit de ne pas travailler avec, à partir du moment où c'est notre concitoyen. C'est surtout ça qu'on essaie d'apporter. Dans le cadre de la justice, effectivement, on a, dans le dossier qu'on a créé, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais oui, vous l'avez lu. Et on retourne complètement la situation pour se concentrer sur la victime et non pas sur le coupable. Le coupable, on verra après. La victime, d'abord, il faut réparer. Il faut savoir que aujourd'hui, les victimes peuvent être victimes pendant 20 ans. Le temps d'attendre le procès, qu'il y ait ensuite un appel, et puis etc., etc. On est victime toute sa vie. Et avec Blanche, on en a rencontré beaucoup lors de l'écriture de ce dossier, des gens qui sont détruits parce qu'on a fini par reconnaître le fait qu'ils étaient victimes, mais 15 ans après les faits. Et donc, on se retrouve dans une société stigmatisée, traumatisée par ça, parce qu'on a une justice qui est trop lente. Et quand je dis qu'on regarde la complexité du monde, on a essayé de trouver une façon de changer les choses à budget constant. Et c'est là où on regarde la complexité. Il y a quelque chose qui me choque énormément, justement, par rapport
hommes politiques et aux responsables politiques. Parce que je demeure Château-Landon, une petite ville de 2500 habitants, où il y a une délinquance incroyable. J'ai rencontré la maire de la commune. Je lui ai dit, madame, si vous voulez, moi je prends en charge les délinquants et je vous propose ça gratuitement. Parce qu'il faut comprendre pourquoi ils ont fait ça, comment on peut évoluer et comment on peut leur permettre de changer. Alors, deux choses, oui. Et elle a répondu quoi? Non. Ouais. Ouais. Alors là, donc, notre objectif, une fois qu'on crée l'Alliance Bleue et Rouge, c'est de créer des cercles de réflexion à l'image de ce qu'on a fait avec le cercle Sully, mais au sein du parti, au niveau des départements. Et donc, ce sera des groupes de pression. C'est clair. C'est des groupes de pression sur lesquels les gens peuvent réfléchir sur des problèmes concrets, soit locaux, soit nationaux. Bon, on va parler des deux. Mais au niveau local, ces gens peuvent s'unir et essayer de peser sur la politique locale. On va essayer de le faire de cette sorte-là. Et toujours dans l'état d'esprit, on travaille avec tout le monde, on est positif, mais par contre, vous nous écoutez. Parce que le problème, il est là. On ne nous écoute pas. Et donc, le fait de vous allez nous écouter, c'est l'avantage d'avoir une structure nationale qui a du poids et qui peut faire peur. Peur. En tout cas, voilà, on a envie de l'écouter plutôt que de l'ignorer. Et puis aussi, au niveau des cercles, des cercles locaux, on crée ce qu'on a fait avec le cercle Sully, c'est-à-dire on crée une démocratie participative où les gens réfléchissent en local, parce qu'ils savent ce qui se passe en local, y compris à des problèmes nationaux. Ça remonte, c'est discuté en Conseil national et c'est défendu au niveau soit du parti, mais dès qu'on aura des élus, et c'est bien pour ça qu'on y va, au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc des idées qui remontent du terrain, qui sont validées ou consolidées par les différentes cellules, puis proposées à l'Assemblée nationale. Donc en fait, globalement, on le fait genre la fin de l'adolescence. C'est-à-dire, vous ne voulez pas de nous, ben on est quand même là. Vous nous imposez des règles, ce n'est pas les nôtres, on ne les accepte pas, mais on va jouer avec. Mais par contre, on va se structurer pour que vous soyez obligés de nous écouter. Voilà. On reste positif, on reste non violent, il n'y a aucun problème là-dessus. On va jouer le jeu des élections, mais on veut changer les règles. C'est clairement affiché. C'est clairement affiché. Voilà, c'est cette approche-là. Et aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que l'offre n'existe pas. Sinon, ça ne servirait à rien de faire un parti juste pour faire un parti. Voilà. Mais l'offre n'existe pas. Et quand on parle de l'Alliance Bleue et Rouge, on n'est pas au centre, on n'est pas à gauche, on n'est pas à droite. C'est une grande alliance qui essaie de regrouper une grosse partie des Français. Et on pense qu'on représente leurs idées pour vraiment y aller et travailler. Mais pas essayer de faire en sorte que le parti soit le premier ou je ne sais quoi d'autre ou gagner le plus d'argent possible. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment qu'on soit représenté. Est-ce que je peux prendre une autre question? Oui. Bon, le cercle Sully, ce sont les idées. Bon, je dois pouvoir y arriver. C'est bon. Je dois pouvoir y arriver sans. C'est pour les gens. Donc, le cercle Sully, c'est pour les idées. Oui. L'incubateur, c'est pour les outils. Le parti politique va-t-il être amené à prendre position? C'est-à-dire que pour le moment, comme vous le disiez, il n'y a pas encore d'élus, il n'y a pas encore de structure véritablement ou de représentation au niveau national ou à l'Assemblée. Est-ce qu'il va être amené, en dépit de ça, à prendre des positions pour justement s'affirmer et se faire remarquer? Et si oui, quel type de position, par exemple, sur le meurtre de la jeune surveillante, est-ce qu'il va prendre une position forte? Est-ce qu'il va faire des publications pour pouvoir être derrière sur certains types de problématiques? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura, parce qu'il y en aura d'autres dans l'avenir, des surveillants, des étudiants, est-ce que systématiquement, le parti sera là pour dire, dès qu'il y a cette problématique spécifique, parce qu'on sait qu'elle tient à cœur de la majorité des Français, on sera présent?
Merci pour la question, elle est très intéressante, on en a débattu. donc c'est vraiment une question tout à fait active. Je vais vous décevoir sur une chose, mais pas sur le reste. Donc le parti prendra position, oui. Il faut se souvenir que on prend en compte la complexité du monde, c'est-à-dire réagir à l'actualité, c'est souvent réagir à côté de la plaque. On a un élève qui est totalement sorti du scope. Il était déjà violent, parce que moi j'aime bien entendre c'était un gentil garçon, tout le monde l'adorait, voilà. Il a été renvoyé 2 fois pour violence. Et là, il a dit que de toute façon, il voulait tuer une surveillante. Il l'a écrit et il s'en est vanté. On a manifestement quelqu'un qui a un problème grave et qui a totalement échappé au radar. On parlait tout à l'heure des détenus et des gens de la criminalité. Ce qu'on vit aujourd'hui en termes de criminalité, c'est notre société qui est en train d'exploser. Donc c'est plutôt ça qu'on est en train de regarder. Parce que si je regarde par le petit bout de la lorgnette, je vais vous dire oui, il faut mettre des portiques absolument dans toutes les écoles, empêcher toutes les armes, etc. C'est des vœux pieux, on n'y arrivera pas. Les États-Unis l'ont fait pendant 20 ans. Il n'y a jamais eu autant de crimes avec des armes lourdes, des armes de guerre, dans les écoles. Donc ça ne marche pas. Une fois qu'il a passé le portique avec une arme automatique, il l'a passé, mais il a tué des gens qui étaient au portique. Donc l'intérêt du portique, c'est zéro. Empêcher les gens d'acheter des couteaux, c'est inapplicable. Là, c'est ce que j'ai entendu, des partis politiques qui sont positionnés. Notre positionnement est plutôt sur une société où on veut une restauration du régalien extrêmement ferme. Il n'y a pas le moindre doute parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire, c'est pas une volonté forte de vouloir taper, c'est la volonté de dire on est arrivé à un stade où la criminalité est tellement forte que si on n'arrête pas net cette criminalité, on ne pourra même pas faire quoi que ce soit derrière. Je veux dire, aider les gens qui sont en prison, etc. Là, on n'est pas en train de pouvoir les aider, on est en train de les entasser dedans, et c'est tout ce qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'une justice qui réagit vite, extrêmement vite, c'est la première chose. La punition doit tomber tout de suite, et pas dans les... voilà. Donc la punition doit tomber tout de suite. L'éducation, on a un problème d'éducation. Ce gamin, il n'a pas le sens de la vie. Il n'a pas le prix d'une vie. Et le fait qu'un gamin à 14 ans n'ait pas le sens du prix d'une vie, il faut aller voir les parents quand même, pour essayer de comprendre comment ce gamin de 14 ans a pu complètement passer à côté du fait qu'une vie humaine était importante. Qu'il soit violent, qu'il ait envie de donner un coup de poing, des choses de genre qu'il avait déjà fait d'ailleurs. C'est une chose, mais là il est passé au stade supérieur. C'est je veux absolument tuer quelqu'un. Voilà, moi ça me dépasse en termes d'éducation. Donc on a un problème d'éducation, mais qui est lié à la société. La violence est absolument partout. La deuxième chose, qui est une piste de réflexion, ça c'est pas une position, c'est une piste de réflexion. On a décidé que l'homme n'était pas violent, ce qui est faux. Bon, on est tous violents, on a tous notre part de violence dans cette société, sauf que on a eu une structure de société qui le prenait en charge, et il y en a beaucoup ici qui ont connu le service militaire. Je suis désolé, je vois des cheveux blancs, moi aussi. Donc le service militaire, c'était une façon de bien canaliser cette violence et de la diriger non pas contre nous-mêmes, mais contre des ennemis potentiels. Ça me semble pas mal. C'est accepter ce qu'on est, accepter notre violence, mais la diriger pour quelque chose de bénéfique pour le pays. Est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise en supprimant le service militaire? Voilà. C'est une question à laquelle on souhaite répondre. Je ne dis pas qu'on a tout de suite la solution, et voilà, on va en parler au sein du parti. On va essayer d'avoir une vision commune, mais on a peut-être une solution. Est-ce que ça répond au gamin de 14 ans qui a tué cette personne? Non. Parce que je ne peux pas répondre à un fait divers. Après, il y a une chose qui est importante, c'est la mortalité au niveau du pays. Ça, c'est quelque chose qui peut nous donner un indice. Et cet indice-là nous dit que la violence explose. Tout simplement. Donc ce gamin fait partie de cet ensemble où, un, la violence explose, et deux, les criminels comme les victimes sont de plus en plus jeunes. Donc elle n'explose pas dans nos générations qui sont ici, mais elle explose dans les générations plutôt jeunes.
Donc là aussi, on a quelque chose à voir, d'où ce que je viens de dire sur le service militaire, la punition immédiate, et le fait que, je vais vous donner un exemple, dans du concret, parce que c'est bien d'aller sur du concret. La police anglaise, on lui a donné interdiction d'arrêter les scooters, parce qu'on pouvait tuer des gens, on pouvait leur faire bobo. Donc, ils ont décidé, au niveau des criminels, d'utiliser des scooters pour voler les sacs à main, vol à la tire, pour casser des vitres de voitures de police pour se venger sur la police, parce que ça fait bien, en filmant, bien sûr, et d'y aller à scooter et de ne jamais être inquiété. Le gouvernement d'avant, pas celui-là, mais le gouvernement d'avant a dit, bon, ça suffit, on arrête. Et donc, même si quelqu'un est en scooter, il doit être arrêté. L'opposition a hurlé en disant, vous allez tuer des gens, vous allez tuer des jeunes, vous allez, voilà, toujours, c'est toujours le cas. Il n'y a pas eu de mortalité, il y a eu effectivement des accidents où ils se sont fait mal, c'est normal, mais systématiquement, quand un scooter fait un délit, il est intercepté. Et avec, on a appris aux policiers à faire basculer un scooter et le faire tomber, etc. C'est du basique, du basique. Il y a un problème, il y a des gens qui abusent du système, on donne la possibilité à la police de faire les choses. Ça peut déjà faire descendre la criminalité. Sur les dealers, la police n'arrête pas de dire, nous, on vient dans les zones quand vous voulez. Mais si ça se passe mal, on ne veut pas qu'un politique derrière dise, ah oui, non, mais ils ont fait bobo, ils ne sont pas beaux les policiers. Hein. Ah non, non, c'est du maintien de l'ordre. Et si vous dealez, c'est de votre faute, vous n'avez pas à dealer. Donc il y a un courage politique qu'on aimerait récupérer. Il y a aujourd'hui des hommes politiques qui ont perdu, alors je vais être pas terrible, mais enfin bon, ils ont perdu ce qu'ils ont entre les jambes. Hein. Alors on le dit pour les femmes maintenant, parce qu'on a des femmes fortes. Mais ils ont tous, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et moi, aujourd'hui, je ne me l'explique pas. Il y a une constante. Chacun s'entend pour dire qu'il faut des règles strictes, qu'il faut des sanctions drastiques, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'elles ne doivent s'appliquer qu'aux autres. Absolument. C'est vrai au niveau politique, mais c'est vrai au niveau de tout un chacun. Moi, je vais sortir d'ici, je vais griller un feu rouge, le flic va me tomber dessus, je vais me trouver toutes les excuses de la terre pour lui expliquer que je ne suis pas un danger public. Mais si je suis sur le bord de la route, j'attends au feu rouge et qu'un type grille le feu rouge, je vais expliquer au même flic pourquoi ce type-là mérite la peine de mort. Alors oui, c'est l'excès que je suis en train d'expliquer. Voilà, c'est l'excès de la société. La problématique avec la pensée d'un avocat quand on l'explique pour nous et avec celle d'un procureur quand on l'explique pour les autres. Et c'est vrai pour tout le monde. Mais on l'entend aujourd'hui avec les partis politiques. Systématiquement, il y a un problème, un flic va intervenir et va coincer un voyou. On a tout de suite un parti politique qui va prendre parti pour le voyou, l'autre qui va prendre contre le flic. Dans tous les cas d'espèce, ils ont chacun des arguments pour expliquer qu'ils ont raison et qu'on ne doit surtout rien faire. Dans une cour de justice, ça me va. Au niveau d'une assemblée ou surtout au niveau de l'exécutif, ça ne me va pas. C'est là où je parle de courage. L'exécutif, on lui donne la violence légitime, donc on accepte de ne pas être violent à partir du moment où l'État nous protège. C'est un contrat. c'est un contrat. Ce contrat, aujourd'hui, n'est plus respecté. Donc, il y a urgence, d'un point de vue purement républicain, à restaurer rapidement le régalien, mais très rapidement. Je veux dire, on est au bord du gouffre, et ce n'est pas une vision extrémiste. C'est une vision républicaine. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté. Aujourd'hui, je dirais que la liberté s'est envolée dans une bonne partie du territoire. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, le courage politique, pour clore ça, le courage politique, on en a besoin, mais on a besoin de changer les hommes qui vont avoir ce courage-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça fait partie de la complexité que je donne souvent aux gens. On a mis beaucoup de règles sur la corruption au niveau des élus, ce qui est une bonne chose. Mais on leur a tellement tapé dessus. Moi, j'ai été sur des marchés pour aller pour les élections. Je me suis fait traiter de pourri au moment où j'ai sorti ne serait-ce qu'un prospectus. Ils n'ont pas écouté de savoir ce que je défendais ou si je les défendais eux. Les gens sont devenus hystériques vis-à-vis des politiques. Bon,
Première chose. Ensuite, ils sont toujours trop payés. Il faut voir ce qu'ils font quand ils font le boulot. Il faut voir, hein, ils ne sont pas à la maison le week-end, ils ne voient pas leurs enfants, ils ne voient pas leurs femmes, ils n'arrêtent pas d'aller serrer des mains partout. Ils font le job quand ils le font. Mais bon, ils ne le font pas tous, d'accord. Mais quand ils le font, je veux dire, ils méritent d'être payés normalement. Je ne vais pas dans cette espèce de façon de dire tous pourris, tous trop payés, c'est pas ça. Mais comme on a rendu cette place où on ne prend que des baffes et qu'on ne prend plus aucun honneur, tous les bons, ils sont plus là. Et donc, les seuls qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale ou aux autres postes d'élus, c'est ceux où de toute façon on n'en veut pas ailleurs. Dans une entreprise, ils ne passeraient pas avec leur CV. Ils arrivent en entretien, on leur dit monsieur, au revoir, parce qu'ils sont mauvais. Et donc, on a réussi à mettre on a ce tour de force extraordinaire en voulant avoir des hommes les plus parfaits possibles. On a réussi à mettre les pires au pouvoir et les meilleurs à les faire fuir, à se faire payer dans des entreprises où ils sont payés parce qu'ils le méritent, hein, voilà, ils font un bon boulot, mais ils vont pas revenir. Si on ne change pas les choses là, le prisme et ce que vous m'entendez dire, et je le dis devant caméra, arrêtez de dire tous pourris, arrêtez de dire qu'ils sont trop payés. S'ils font le job, ils ne sont pas trop payés. Les députés français sont les moins bien payés d'Europe. Je crois qu'il y a 2 autres pays qui sont dans les pays baltes où les députés sont moins payés que les députés français. Donc arrêtez de dire ça. Il y a peut-être des choses à voir, peut-être qu'ils doivent avoir une retraite comme les autres. Voilà, il y a des choses à faire. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'une voiture tout le temps, mais déjà, il n'y en a qu'un tiers de voitures par rapport au nombre de députés. Il faut en mettre un quart, mais faisons les choses. Mais arrêtons toujours de taper sur les gens, parce qu'on a fait fuir les meilleurs et qu'on a besoin, ce qu'on veut faire au niveau de l'ADR, on a besoin de faire revenir des gens qui ont le cul épais, qui ont une carrière. Donc un politique de 20 ans, je suis désolé, ça ne va pas le faire. On a besoin de gens qui ont eu un métier, qui ont fait plein de choses, qui savent qu'ils vont apporter quelque chose à l'État et qui vont se présenter aux élections. Mais pour ça, moi, j'ai besoin d'aller les voir et de les regarder dans les yeux et de leur dire « ça va bien se passer ». Donc, ce que je vous dis là, je vais continuer à le dire. Arrêtez de taper dessus. S'il y a un pourri, on va s'en occuper. Mais il faut qu'il soit pourri. Mais ne tapez pas sur quelqu'un qui fait le boulot. Donc, et on aura des gens bien. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Ah oui. Je voudrais intervenir sur votre intervention que j'ai trouvée assez vibrante. Et vous dites quelque chose qui est dans les germes je dirais, du nouveau modèle de société qui est en train d'émerger. Alors, la violence, dans le vivant, la violence existe. Et la violence, elle permet de gérer des phases difficiles d'évolution. Là, actuellement, on est en train de vivre une mutation sociétale d'une ampleur supérieure à celle qu'ont connue nos aînés quand ils se sont sédentarisés. Et quand ils se sont sédentarisés, ils ont mis plus de 6000 ans à inventer le modèle de société dans lequel on est. Donc là, on est en train de vivre quelque chose de très fort. Donc la violence, il faut déjà en comprendre l'origine. Actuellement, les partis politiques n'ont pas d'offre. Ils se pinaillent sur des détails parce qu'ils n'ont pas de projet de société. Or, s'ils veulent embarquer derrière eux des citoyens, il faut construire un projet de société. Bon, moi j'en ai fait mon métier, hein, je suis futurologue cybernéticienne, je publie, etc., etc. Et je peux vous dire que c'est difficile à 2 égards. D'abord, il faut comprendre, et ensuite, il faut proposer. Mais depuis 20 ans que je travaille dans ces sujets-là et dans des sphères très variées, j'ai plutôt une bonne nouvelle, c'est que nous, en Europe, nous sommes en train d'affirmer à petit bruit, à petits pas, un modèle de société qui va se situer en proposition alternative aux 2 autres modèles de société qui sont visibles en ce moment, aux États-Unis d'une part et en Chine d'autre part. Aux États-Unis, vous avez une offre de projet de société qui est purement utilitariste. Et en fait, si vous lisez le dernier livre d'Olivier Todd, c'est un modèle de société qui finalement
a fini par déployer la religion du rien. Et c'est ça qui fait la vacuité désespérante des intellectuels qui sont autour de Donald Trump, qui disent, bon, toujours plus de profit, on commence à comprendre que ça ne va pas le faire. Ils n'ont pas de projet de société et on les laisse terminer leur projet de société qui n'en est pas un. En Chine, vous avez cette dominance confucéenne qui est articulée autour de l'idée que la Chine est le centre du monde, enfin, ils ont l'empire du milieu, voilà. Hein, et qu'à ce titre-là, ils se réservent le droit de pomper l'énergie de l'ensemble de la planète parce qu'ils sont l'empire du milieu. Cette logique confucéenne les amène à produire un modèle de société qui infantilise ses enfants. Et c'est leur choix, il faut leur laisser. Nous sommes des stoïciens, nous sommes très attachés à nos droits, nous avons même publié les droits de l'homme hein, pour y aller plein pot, mais ce qui est important, c'est qu'il faut arriver à comprendre qu'avoir des droits, c'est avoir des devoirs. Et les générations montantes sont prêtes à l'accepter, à le comprendre. Par contre, nous sommes aujourd'hui imbragués dans un modèle de société qui correspond de moins en moins et tous les jours de moins en moins à le modèle vers lequel nous devons aller. Vous avez entendu à plusieurs reprises le mot coopératif, collaboratif, co-construire, coproduire, co-consommer, je sais pas quoi. Bon, c'est un axe majeur de ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train, sur le plan un peu astrologique, hein, de quitter l'ère des poissons et nous allons vers l'ère des... Comment ça s'appelle la holo qui coule, là? Je ne me souviens plus. Le Verseau, voilà. Hein. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que on va quitter l'ère des dogmes et on entre dans l'ère de la pensée scientifique. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'admettre que tout est plus complexe qu'on pourrait le croire. On est en train d'admettre la complexité et pour aller vers un modèle de société qui accepte la complexité, il faut accepter la diversité des talents, toutes les formes d'intelligence, toutes les formes de profil, voilà. Vous avez fait une intervention qui était très centrée sur les aspects juridiques. Actuellement, nous avons des textes de loi qui disent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc., et qui sont en inflation permanente. À tel point qu'aujourd'hui, en justice, il est admis qu'on ne peut plus dire « nul ne peut ignorer la loi ». On admet aujourd'hui, quand on soumet à une intelligence artificielle des rendus de justice, des plaidoyers, eh bien, on s'aperçoit que l'IA se trompe à 20%, les juges se trompent à peu près 25-30%, et les avocats se trompent à un peu plus, un peu près de 40%. Hein. Donc, on a une justice qui ne peut plus fonctionner. Elle a fonctionné par le passé, mais elle a dépassé sa limite. Et étant donné qu'on est en train d'aller vers un monde qui va finir par accepter la complexité, votre intervention était exactement dans ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre que la justice, c'est-à-dire passer devant le juge, doit être l'intervention en dernier recours. L'intervention qui est avant, c'est la médiation. Et la médiation, pour le moment, moi j'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire admettre la médiation. Actuellement, elle est aujourd'hui, quand vous déposez une affaire au tribunal de Paris, on vous demande d'abord de passer par une phase de médiation. Sauf que les médiateurs ne sont pas du tout formés. Donc c'est une formalité, ça donne rien. Alors que
par exemple, les instances qui s'occupent des familles, il y a des vrais médiateurs qui sont formés sur les bases de connaissances que nous avons pour le marketing et puis surtout sur les réseaux d'influence. On a aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons en neurosciences, nous sommes capables de faire des médiations de très haut niveau. Et si on en vient à développer les mécanismes de médiation, on désencombre les tribunaux de 80% des affaires. Parce que vous l'avez vécu, hein, vous avez eu des criminels et vous avez réussi à amener ces criminels à prendre conscience. Et vous les avez presque réparés. Hein. Eh bien, je vois qu'aujourd'hui, dans la police, on essaye de faire des progrès dans ce sens-là. Il faut obtenir que la justice s'y mette. La justice, elle est d'accord, mais elle dit « Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous nos juges? Qu'est-ce qu'on va faire de tous nos greffiers, etc. » Eh bien, les enfants, c'est comme ça, toutes les périodes de mutation. Hein. Aujourd'hui, les potiers, ils n'arrêtent pas ils n'existent plus, ils ne pleuvent plus sur les usines qui fabriquent en grande série des plats en plastique et des plats en verre et des plats en truc. Autrefois, tout était fait chez les potiers. Hein. Alors, ça a été tragique. Il y a des très grands potiers qui ont voilà, payé de leur personne. Et voilà. Donc, le mouvement, on voit vers où on veut aller en Europe, mais si on prend le cas particulier de la justice, puisque c'est celui que vous avez soulevé, vous voyez que ça ne va pas tomber du ciel. Hein. Il va falloir avoir des vraies démarches, avec des témoignages tels que le vôtre. Voilà, ça c'est vraiment important. Mais vous pouvez regarder dans tous les domaines. Voilà. Mais pour ajouter, si vous voulez, quelque chose à ce que je vous ai présenté antérieurement, à un moment donné, le directeur de la prison me dit « Mireille, je vais vous confier le caïd de la prison. » Et je lui ai dit « Mais bon, bah, écoutez, on va essayer. Hein » Il s'appelait John Brown, comme le chanteur. Et je le rencontre dans les parvis de la prison, avec ses loges comme ça, bon, en short, mal habillé, etc. Et je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, si tu viens dans mes cours, il faudra que tu aies un pantalon, une chemise, et que tes robes soient attachées. Sinon, tu ne rentres pas. Et donc, est arrivé le jour où il devait effectivement participer à un cours. Il a frappé à la porte. Il avait effectivement mis une t-shirt, il avait gardé un short, et il avait à peine attaché ses lèvres. Je lui ai dit, écoute, tu sors. Tu ne rentres pas comme ça, tu sors. Et demain, tu viens autrement. Le lendemain, il est arrivé, il avait mis un pantalon, il avait mis effectivement le t-shirt, mais au niveau des choses, c'est pas du tout ça. Je lui ai dit, tu sors. Et la troisième fois, il est arrivé bien comme il faut. Je lui ai dit, bon, maintenant, tu rentres, tu te mets au fond de la classe. Tu ne viens pas avec les autres. Et tu goûtes tout seul. Donc, ça l'a surpris, mais il a accepté. Et finalement, au fil du temps, il s'est rapproché, je l'ai autorisé à se rapprocher des autres. Et à un moment donné, il vient me voir et puis me dit avec son accent, Madame Mireille, j'ai la confusion de peine, je ne sais pas comment faire. Alors, je lui dis, tu as la confusion de peine, tu ne sais pas comment faire. Mais je vais t'expliquer comment tu vas faire. Et j'ai demandé à tous les stagiaires de se mettre sur le côté. Et je lui dis, écoute, on va jouer la confusion de peine. Et je lui dis, d'abord tu vas sortir et tu vas rentrer. Alors il sort, puis il rapporte, il rentre. Il dit, non, c'est pas comme ça qu'on rentre. Qu'est-ce qu'on fait avant de rentrer? Et il est sorti, il a sorti. Il est rentré, il s'est assis. Il dit, non, c'est pas comme ça. Tu sors et tu reviens. Il est sorti, il a frappé, il s'est mis debout. Je lui ai dit, maintenant, tu t'assois. Et si vous voulez, au fur et à mesure de l'évolution de ce jeu, en fait, il a effectivement compris
quelles étaient, entre guillemets, les normes qu'il fallait avoir pour se présenter devant eux. Il n'y en avait plus aucune. Là, quand même. Et après, je crois qu'il avait été condamné à plusieurs fois de peine. Et après, il a dit, Madame Murray, merci, j'ai eu ma confusion de peine. Et la confusion de peine, c'était, si vous voulez, il a eu seulement 18 ans. Donc, pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, pour moi, si vous voulez, le fait d'avoir pu faire comprendre à quelqu'un qu'il faut agir de façon normale et réglementaire pour que les choses se passent mieux, les autres, effectivement, après, si vous voulez, ont compris et ils ont davantage participé. Et pour la petite histoire, je suis partie, j'ai démissionné parce que ma mère avait la maladie d'Alzheimer, donc je suis rentrée en France. Et je suis rentrée en France, elle avait une boîte à chaussures comme ça, c'était rempli de boucles d'oreilles. Et quand j'ai ouvert la boîte, ils m'ont dit que c'était des boucles d'oreilles. Mais en faisant, on transforme tout. Ils avaient meulé sur le sol le bout des brosses à dents. Oh. Ils avaient fait des petits triangles avec le bout des brosses à dents. Et ils avaient réussi, je ne sais pas comment, à mettre un fil à l'intérieur de la ça, je vous dis. Ça a été le plus haut cadeau de ma vie. Ben oui. Mais bon, c'est vrai que, et c'est pour ça, si vous voulez, que moi j'ai proposé l'équipé des jeunes à ce moment. Bon, j'ai très bien compris que c'était pas le moment. Mais je pense que, comme vous avez dit, il faut effectivement prendre les choses et les gens, non seulement avec leur personnalité, mais aussi avec leur souffrance. Parce que si on ne comprend pas leur souffrance, on ne peut pas leur permettre de vivre. Ça demande du temps. Hein? Ça demande du temps. Ça demande du temps. Et pour ça, il faut d'abord rétablir une situation normale pour pouvoir après s'occuper des gens, mais d'abord la rétablir. Je vous propose de continuer les questions, parce que pour être sûr que... Moi, j'ai une question. Alors, le débat d'idées qui est lancé est vraiment intéressant, bien sûr. Moi, je suis là en observatrice extérieure, intéressée par le cercle suivi, mais pas engagée. Oui. Je vois un nouveau parti qui vient de se créer, qui me semble comme ça être un peu celui de la majorité silencieuse. C'est une bonne définition. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion là, oui. Aujourd'hui, à cet instant, hein. Oui. Mais il est tout petit. Oui. Voilà. Il ne sera écouté que si son assise s'élargit. Absolument. Je crois tout à fait à la passation de messages de la base vers le politique. Je pense que c'est aujourd'hui la base, entre guillemets, que nous sommes tous, est suffisamment informée, inspirée, volontaire pour que ces messages passent. Tout le monde, en plus avec les réseaux sociaux, tout le monde a un avis sur tout. Oui, voilà. Peut-être un peu trop de temps en temps, mais oui. Un peu trop n'est pas toujours très informé, mais tout le monde a envie oui, de s'exprimer. Absolument. Voilà. Donc aujourd'hui, comment faire pour que ce parti tout petit bébé qui est là puisse se faire entendre? J'ai compris que vous proposiez de faire des nouveaux cercles ici et là, en province, dans diverses entités. Comment vous imaginez devenir important? Voilà. Bon, ça c'est une bonne question. Oui. J'aimerais rebondir parce que oui. Je partage certaines idées, j'aimerais compléter, j'en partage certaines et d'autres avec lesquelles je ne suis pas forcément en phase. Je partage le fait que beaucoup de gens ont envie de s'exprimer. Je ne partage pas forcément l'idée selon laquelle tout le monde est informé. Plus ou moins bien. Informé. Je dirais que dans un certain nombre de cas de figure, les gens ne sont pas informés, ne s'intéressent pas du sujet qui pourtant devrait les informer. Je prends un exemple, chacun raisonne avec son prisme. Le mien, je travaille dans le secteur de l'énergie. C'est un sujet qui est majeur pour la société. C'est un sujet majeur qui devrait intéresser tout le monde. Ah, c'est bon, on va avoir deux questions. On parle de souveraineté énergétique, on parle de compétitivité économique, on parle d'emploi. Enfin, on devrait parler de tout ça. Et le constat que je fais, c'est que le citoyen lambda n'est pas informé, et globalement, s'en fout. Il s'en fout parce qu'en fait,
s'enquérir des différents sujets. Je vais un peu plus loin quand on discute avec le politique, parce que je le fais. Je vais à l'Assemblée nationale, quand on discute avec le politique, de la même manière, s'en fout. C'est pas son discours. Le politique va dire c'est hyper important le sujet énergétique. Et puis quand on discute pour aller un petit peu plus loin, on se rend compte qu'en fait ce qui intéresse le politique, c'est davantage l'argumentaire qu'il va avoir vis-à-vis de son électeur. La démocratie, le pied de la gym, etc. tous les autres. On a un chemin qui est un peu compliqué quand on va discuter avec l'élu. L'élu va dire bon mais finalement, qu'est-ce que je vais vendre? Quelle est la salade que je vais vendre à mes électeurs? Je le sais, je l'ai fait. J'ai été sollicité par un élu ou deux pour discuter et préparer des discours à la présidentielle. Bon, moi, je n'ai pas de parti politique à l'époque, je discute avec tous les élus. Je me vois dans les bureaux de l'Assemblée où je présente différents sujets, l'élu me dit ça, j'achète. Ça, j'achète. Puis à un moment, il me dit ça, j'achète plus. Bon, pourquoi? Parce que ça, mon électorat n'est pas en capacité de l'entendre. Je peux entendre l'argument. Mon électorat n'est pas en capacité de l'entendre. Mais là, qu'est-ce qu'on veut comme élu? Est-ce qu'on veut un élu qui n'achète que la salade qu'il va vendre à son électeur, ou est-ce qu'on veut un élu qui va tirer son électorat vers le haut? C'est une question de base. Je vais déjà prendre ça, parce que sinon je vais avoir du mal. Il y a des éléments sur lesquels il faut avancer. Et donc moi, pour aller sur les questions que vous posiez tout à l'heure, qu'est-ce que vous attendez? Moi, j'attends de savoir quelles sont vos idées. Ça, on commence à en discuter, on peut en construire. Mais j'attends aussi de savoir comment vous allez les propulser. On voit qu'il y a un élément qui est clé aujourd'hui, c'est que l'élu fait moins de politique que de communication. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment vous allez porter dans le débat public les idées qui auront été adoubées ou réfléchies dans le cadre du cercle, et comment on fait en sorte, que ces idées arrivent au niveau de conscience du citoyen lambda. Par exemple, c'est quelques éléments. J'en aurai d'autres, mais... Oui, soyez gentils avec moi, on va saucissonner. Pour adopter votre position, on va dire, je repose la même question, mais alors à de nouveau, on a bien sûr d'une part ceux dont je parlais, qui s'intéressent à tout sur les années surtout, mais qui sont pas forcément bien informés, et puis comment toucher le citoyen qui n'en a rien à fiche. D'accord. Voilà, on a deux types de citoyens, ceux qui vont avoir envie d'eux, et puis ceux qui ne vont même pas avoir. Alors, le citoyen qui n'en a rien à fiche, c'est bien parce que je vais vous croiser tous les deux, c'est parfait. Donc, il en a à fiche au moment où il y a un blackout sur l'électricité. Donc, quand il y a un blackout en Espagne, les gens commencent à se dire, tiens, ça devient concret. C'est étonnant, ça devient concret. Donc, là, il y a des choses qui se passent. Après, je reste un humaniste profondément ancré dans l'humanisme. Et souvent, quand les gens commencent à me dire, oui, non, mais ils ne travaillent pas, mais voilà, mais ils devraient, mais ceci, je dis, attendez, on a tous une vie. On a envie d'être en famille. Le week-end, on a envie de se faire un barbecue. Ça, c'est juste une petite pique au verre. Hein. Mais on a envie de se faire un barbecue. Et on n'a pas forcément envie d'aller à la mairie pour discuter de la dernière résolution, etc. C'est humain. Donc, j'en veux à personne. Voilà. J'essaie juste, moi, de me dire, si je ne le fais pas, je dormirai moins bien. Donc, pour que je dorme mieux, en fait, je suis là. C'est ce que je me dis, je suis obligé d'essayer de faire quelque chose. Et je pense que si vous êtes là, c'est exactement pour la même raison. C'est que vous dites, non, je ne peux pas ne rien faire. Voilà. Mais bon, il y a différents niveaux de je ne peux pas ne rien faire. Pour vous donner une petite idée, il y a 5000 invités aujourd'hui. Voilà. Juste pour vous donner une petite idée. Avec invitation personnelle. Donc, il y en a 5000. Alors, il y en a dans toute la France, il y en a plein qui nous ont envoyé des excuses fantastiques pour ne pas venir, et parfaitement valables. Et je sais qu'on les verra un peu plus tard, et qu'il va falloir qu'on se déplace un peu, mais avec nos moyens. Mais ça vous donne une petite idée du pourcentage de gens qu'on touche, malgré tout, hein, qui sont malgré tout intéressés, et de gens qui finissent par se dire, je vais quand même essayer d'aller écouter quand même. Donc ça, oui. Quelle est la nature des refus? Vous voulez dire, voilà, je m'excuse, etc. Quelle est la nature des excuses pour les personnes? Alors, je ne dénonce pas. Il y en a, elles sont très diverses. Beaucoup pour le boulot. C'est quand même un jour travaillé, normalement, le lundi. Donc, c'est l'excuse la plus classique, que je comprends parfaitement. Mais on l'a fait un lundi après-midi parce que la salle était gratuite le lundi après-midi et pas le week-end. Et aussi l'après-midi parce que ceux qui viennent de province, ça leur permet de repartir et de prendre un train le soir
plutôt que de le faire le soir où là, on n'aurait eu que des Parisiens. Voilà, ça donne une petite idée. Pour revenir, on est petit pour grossir. C'est la même chose que le cercle Sully et ça va avec aussi les idées, c'est-à-dire tout le monde a un avis sur tout et souvent cet avis est faux, y compris nous-mêmes, si on ne réfléchit pas. Le cercle Sully essaie de prendre les gens qui sont dans cet état d'esprit et de leur dire « venez voir, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que vous pensez ». Et là, d'engager la discussion. Mais ça, c'est juste le début. La deuxième chose, c'est venez voir, personne ne va vous insulter, personne ne va vous dire que vous êtes idiot, et on va tous essayer de se parler. Et ça, les 3 arguments que j'ai derrière, c'est le cercle Sully. Et c'est ça qui a fait que c'est un succès. Il y a des gens, franchement, il faut que je le dise, j'espère qu'ils ne vont pas se reconnaître, il y a des gens que j'ai envie d'étrangler. Mais c'est normal, hein, c'est humain. Je me dis, on ne peut pas dire ça. Non. Puis voilà, je dis, voilà, je suis le président du cercle Sully, je joue mon rôle et je fais en sorte que ça marche bien. Et ça marche toujours bien. Donc même les gens qui m'agacent, en définitive, ont des choses très intelligentes à dire et finissent par me faire réfléchir sur des choses que je n'aurais pas forcément vues. Donc voilà. Et ça, on le vit tous les jours au sein du cercle Sully. Donc ça, c'est le moyen de sécuriser les gens. Et dans le parti politique, dans un parti, on va faire dans ce parti, on va faire la même chose. Pas au sens où il n'y a pas de vision. Je vous en ai donné une petite approche. En discutant, j'essaie d'affiner cette vision pour que vous l'ayez. Donc il y a une vision, puisque dans un parti politique, on est obligé de l'avoir. Mais par contre, les gens vont être rassurés à l'intérieur de ce parti, dans ce sens où on les écoute. C'est-à-dire qu'ils ont un impact, même s'ils sont à trifouiller les oies. À trifouiller les oies, ils seront dans un cercle de réflexion où ils pourront travailler sur des dossiers, y compris un dossier sur la défense de la France, qui est un dossier un peu technique et un peu difficile, mais n'importe quel citoyen français est censé comprendre parce que ça le concerne directement. Donc on ne va pas lui dire « c'est un peu compliqué pour toi, tu sais, tu devrais passer à côté ». Non, on va lui expliquer, on va lui donner les moyens de se faire un avis dessus et d'être capable de s'exprimer là-dessus. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est de faire monter tout le monde et de rassurer les gens en leur disant c'est pas vrai ce qu'on vous dit, vous avez le droit d'avoir un avis. Mais par contre, vous ne pouvez pas avoir un avis à l'emporte-pièce en disant lui c'est un idiot. Si vous voulez avoir un avis, vous venez avec nous et vous travaillez. Et là, vous aurez un avis éclairé. Donc ça, voilà. Et tout ce qu'on vit autour, en ce moment, tout ce qu'on vit, que ce soit le conflit israélo-iranien, que ce soit l'Ukraine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, etc., tous ces problèmes sont complexes. Donc un avis immédiat, c'est sûr qu'il est faux. Et il faut avoir un avis équilibré et essayer de voir comment la France va se situer là-dessus. Ça, c'est sur sécuriser. Comment on grossit? Exactement comme le cercle Sully. On cherche à convaincre les gens de notre bien fondé, la majorité silencieuse, oui. Donc la majorité silencieuse qui a arrêté de voter. On en est là, hein. On en est là. Hein. La dernière élection, je vais être honnête, je vais faire un choc au niveau des républicains et de ceux. Pourtant, je suis un républicain convaincu. La dernière élection, j'ai refusé de voter. On m'a offert un choix qui n'était pas un choix. Donc il y a un moment où, ben non, ça, ce que vous faites, c'est pas possible. C'est pas la République, c'est pas la démocratie. Vous m'offrez une solution qui est la peste ou le choléra. Ben non, c'est pas ça. Donc on vient pour apporter ce choix en disant, bah il y a un autre choix possible et on espère qu'on va aller dans votre sens. Donc ça me fera voter, tant qu'à faire, c'est pas mal. Grossir. Donc une fois qu'on a rassuré les gens et qu'on a une direction, une vision de société, un peu comme Geneviève vous l'a donné, elle travaille beaucoup sur le sujet, alors c'est vrai qu'elle est très prolixe là-dessus, mais elle nous aide beaucoup à essayer d'affiner cette vision pour qu'on aille vraiment dans la bonne direction, au lieu de freiner les cas de fer, plutôt y aller tranquille, en confiance, et se dire on va faire ce qu'il faut. Et quand je dis tranquille et en confiance, c'est là aussi où on va croître et où les gens vont nous rejoindre. On va arrêter de faire des solutions à l'emporte-pièce. Toutes les voitures seront électriques en 2035. Non, d'accord, c'est une bonne direction. Ok, on va y aller, c'est une bonne direction. Je pense que c'est sans doute la chose à faire à un moment ou à un autre. Peut-être qu'on aura des découvertes scientifiques d'ici là qui fait que il y aura peut-être une meilleure solution, donc on ne va pas se couper les solutions, hein, on va rester ouvert.
Et on va le faire pas après pas. Alors arrêtez de nous mettre un coup près, arrêtez de faire des choses de genre, on va le faire tranquillement, on est d'accord. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que tous les conducteurs sont des salauds et qu'il faut les punir. Je vous le dis exactement comme on se le prend dans la tête tous les jours. D'accord? Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de générer moins de CO2. Donc on va rester concentré sur l'objectif. On est d'accord que ça pose un problème. Il y a aussi la souveraineté de nos énergies. Et la souveraineté énergétique, on est bien d'accord. Et oui, Grégoire. Tu as dit moins de CO2, mais en fait, le CO2 n'est pas le problème. C'est un indicateur de pollution qui a été mal jugé par le GIEC et compagnie. Tu as raison. Donc, c'est le réchauffement climatique qui peut poser un problème, mais on a d'autres choses dedans. Je vais juste... Attends, il faut que j'arrive à faire une image. Je vais rester dessus. Mais oui, c'est la complexité, donc je suis d'accord, absolument. Le CO2, c'est l'explication de ce que je disais tout à l'heure. Comment faire passer les idées au niveau des gens qui actuellement s'en foutent ou n'ont pas la capacité de comprendre. Ils auront inventé l'histoire du CO2 en disant que le problème est là. Les gens sont tous focalisés là-dessus, quoi qu'on en dise. Oui, mais justement, on a trop simplifié. Et donc, on a un problème. Ah oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce qu'on cherche à faire, c'est à reprendre les choses en main en disant aux Français, on a une direction dans laquelle on doit aller. Il va falloir qu'on y aille ensemble, donc on le décide. Décider, ça veut dire qu'on va recommencer à faire des référendums, enfin. Je le mets à part, mais voilà, je me le garde. Donc on décide ensemble, on va dans cette direction-là, et on va le faire avec nos moyens. Donc, parce qu'on ne peut pas faire... Même les États-Unis sont en train de réaliser qu'ils n'ont pas tous les moyens du monde. Donc tous les pays ont une quantité de moyens, une quantité de travail. Donc c'est la direction, on va dans cette direction-là, mais on ne va pas tuer toute la population et créer une famine générale en France qui n'a pas eu lieu depuis 200 ans, juste parce qu'on veut le faire demain. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre là-dessus. Philippe Égalité, en 1789, il a fait la spéculation sur les produits bleus et en fait, on a eu la Révolution française. Alors, je n'irai pas sur le sujet. Pas là. Je n'irai pas sur ce sujet. J'irai pas sur ce sujet-là. Et donc, voilà, en proposant ça, on cherche à convaincre les gens de revenir. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, on n'a plus que les mauvais là. Donc, ce que je veux, c'est que les gens reviennent vers les cercles de réflexion en local. Donc là, ça a été un effort important de venir ici, pour beaucoup qui sont venus de loin, mais en local, refaire des cercles de réflexion, que ces cercles de réflexion travaillent, mais surtout que quand le travail est fait, ça remonte bien et c'est pris en compte. En effet, je suis gêné par le fait de dire qu'on a que les mauvais. Je suis d'accord pour dire qu'on a beaucoup de mauvais, mais on n'a pas que des mauvais. Il y a des gens qui sont exemplaires. Ouais. Et on les voit plus. Alors, on les voit plus, mais quelque part, est-ce qu'on n'a pas un peu les politiques qu'on mérite? On les voit plus parce que médiatiquement, les autres prennent toute la place, mais quelque part, finalement, c'est aussi nous qui laissons cette place à ceux qui prennent toute la place. Parce que finalement, si nous-mêmes, quand je dis nous, c'est nous collectivement, si nous-mêmes, on souhaitait une autre représentation politique, on n'aurait pas cette représentation politique. C'est exactement ce qu'on a fait. Là, on a une vraie difficulté, nous, à promouvoir autre chose. D'où ma question tout à l'heure, pour laquelle j'attends la réponse. Oui. Comment on fait? Alors, quels sont les moyens qu'on met en œuvre? Parce qu'il y a un moyen qui est un moyen économique. On est d'accord aujourd'hui que pour avoir en fait un espace d'expression politique, il faut des moyens. Soit des moyens parce qu'on va acheter de l'espace médiatique sur un journal, on va acheter finalement une présence médiatique sur une télévision. Et d'ailleurs, certains ne s'y sont pas trompés, qui deviennent aujourd'hui actionnaires de grands médias. Soit parce que c'est une danseuse, soit parce que c'est le moyen de se payer cet espace politique qu'ils vont acquérir. Bon, donc l'argent ne donne pas de la démocratie, on est bien d'accord. Bien. Et l'argent donne le moyen d'accéder à une expression. Il faut que je vous donne l'exemple de ce qui se passe actuellement. Donc là, on va aller dans du vécu. Okay. Blanche et moi, on est tous les deux des acteurs de la primaire.org de 2016. Ah, toi aussi, oui, excuse-moi, Grégoire aussi. Donc, il y a des gens. Donc, la primaire.org, très rapidement, c'était pour choisir un président parmi un certain nombre de candidats. Le but, c'était non pas d'avoir un petit nombre de candidats, mais beaucoup, et qu'il y ait un choix citoyen sur le candidat qui allait se présenter à la présidentielle. Ça a marché et pas marché, on va pas aller là-dessus. Ce qu'on a vu,
c'est qu'il y a 200 000 personnes qui sont impliquées là-dessus. On va sur le nombre, 200 000. Quand l'idée est bonne, quand on rassure les gens et qu'on leur dit qu'on veut vraiment bosser pour eux, les gens sont là. Donc 200 000 personnes ont élu Charlotte Marchandise. Alors le nom est irremplaçable, mais c'est comme ça, voilà. Donc Charlotte Marchandise a été choisie pour représenter les citoyens à l'élection présidentielle de 2017, et elle a eu 226 parrainages. Ça répond partiellement, je vais continuer. Ensuite, nous, on a continué. Pourquoi ça a capoté? Parce qu'il y a. Alors, 200 000 personnes, on aurait pu réussir à avoir les 500 parrainages dans toutes les mairies. En plus, des mairies de 300 à 5 000 personnes, il y en a beaucoup. On n'a pas réussi à convaincre. On n'a pas réussi à convaincre, et en plus, on s'est fait bloquer. Donc, petit 1. Petit 2, à chaque fois, les politiques disent exactement cet argument-là. C'est bien, parce que c'est un argument en fait, qu'on a dans notre inconscient, et on le ressort nous-mêmes. Mais on se punit en le disant. On a les politiques qu'on mérite. On se punit pourquoi? Parce que j'ai cru, quand des politiques m'ont dit la même chose, en disant, mais attendez, monsieur Morel, présentez-vous. Vous n'êtes pas content, vous avez des choses. Présentez-vous, allez-y. Ça, on me l'a dit il y a 7 ans. Et puis j'ai commencé à regarder. Donc, créer un parti politique, c'est d'une complexité inouïe. Là, on vient de le faire, d'accord? On sait ce que c'est, les statuts sont déposés, ça nous a pris 6 mois de travail. L'argent, c'est pas le tout de récolter de l'argent. Il faut ouvrir un compte en banque. Toutes les banques vous refusent l'ouverture. Vous êtes interdit d'ouverture de banque. Donc ça, c'est clair. Vous dites, je fais un parti politique, je voudrais ouvrir un compte en banque. Non. Oh, monsieur, essayez la Poste. Donc la Poste vous prend. On est d'accord. La Poste a le devoir de prendre les gens qui font un parti politique, avec 200 € de frais de gestion par mois. Donc on est un jeune parti politique, 200 € de frais de gestion par mois, c'est la même façon que se prendre. Voilà. Et donc, en fait, les politiques disent ça, mais c'est très malin de leur part. Ils ont tout fait pour verrouiller le système. Ils le font. Ce n'est pas un complot. Ils ont bien compris que s'ils le faisaient, ça les sauvait. Donc, ils ont pas la peine. C'est pas la peine qu'ils se mettent d'accord. Le complot, c'est les banques qui l'instituent. Oui, mais sur les politiques. C'est les banquiers qui, en fait, interdisent aux autres. Donc, c'est extraordinairement complexe de faire un parti politique ou de se présenter à une élection. Donc, ils ont mis la marche tellement haute qu'un citoyen lambda ne peut pas se présenter ou il abandonne. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on a fait pendant un certain temps. Puis jusqu'au jour où on a dit, bon, ok, ça c'est les règles du jeu. Ok, c'est les règles du jeu, on y va. Mais on va les adopter et après, on va essayer de changer ces règles-là. Le simple fait de changer les règles, c'est l'Arlésienne. Ils en parlent au niveau du Premier ministre, c'est de dire que les banques vont avoir l'obligation d'ouvrir un compte en banque pour un parti politique. Pour qu'on en parle là-haut, c'est que ça fait du bruit. Et nous, très honnêtement, je n'ai pas été voir Poutine pour ouvrir un compte en banque. J'ai quelques problèmes avec lui. Mais on a été en Irlande. Poutine, c'est une exception. Mais on a un compte en banque en Irlande. On n'a pas un compte en banque en France. Oui. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les sociétés financières internationales basées en Irlande, Luxembourg, etc., Revolut, Bitwise, des choses comme ça pour les grands voyageurs, ont été obligés d'ouvrir les succursales françaises. Mais ils ont une succursale en France. Ah, d'accord. Mais ah, d'accord, l'ouverture s'est faite en Irlande, mais la succursale. Voilà, oui, on n'a pas le choix. Je voudrais ajouter quelque chose, mais pas dire quelque chose de très important, c'est qu'effectivement, il y a peut-être les possibilités de créer un parti politique grâce aux banques à un moment donné. Et le fait est que si on dérange, parce que ce sont des sociétés privées, hein, donc du coup ils font la pluie de temps. Ce qui s'est passé, c'est que nous on a ouvert une primaire des Français et des Français, on s'est mis en Belgique, donc avec la banque dématérialisée Wise, oui. Et en fait en 3 mois de temps, tous nous ont gelé nos comptes. Oui, exact. Voilà, ouf. Bon bah circuler, plus rien à voir, donc il faut absolument monter patte blanche. J'aimerais bien voir d'où vient l'argent. Donc du coup ils m'ont demandé à avoir des comptes. Oui, mais c'est les lois. C'est les lois. Ouais. J'ai dit non, je suis pas d'accord. Moi je reprends mon argent et je vais aller ailleurs. Non mais. Parce qu'en fait, des milliers d'euros bloqués par Wise en virement de mon compte congolais sur un compte français. Ouais. Merci.
Alors, on va pas aller dans les détails. Je veux rester là-dessus. Voilà, on met énormément de tracas pour que les gens arrivent à le faire. Et aujourd'hui, c'est très important de bien écouter cette réponse-là. Il n'y a pas de complot. Faut arrêter sur les théories du complot. Il n'y a pas de complot. Ils ont juste bien compris. Si moi, avec mon voisin, on sait quel est notre intérêt, on n'a pas besoin de faire un complot tous les deux. On va juste faire tous les deux exactement ce qu'il faut pour se préserver. C'est ce qu'ils font. Donc, c'est juste ça. Mais c'est mal. C'est une mauvaise chose. C'est en train de gripper la démocratie française. Et pour son plus grand dommage. C'est-à-dire que nous, pourquoi l'incubateur, tout à l'heure je vous ai parlé de l'incubateur, son objectif est là. C'est un peu un pied de nez au gouvernement pour dire, nanana, on va aider tout le monde. On ne va pas juste nous aider, nous, mais via l'incubateur, on va aider tout le monde. Et ces gens-là vont trouver de l'argent, vont trouver un soutien et vont trouver ce qu'il faut pour aller à l'élection. Arrêtez de bloquer les gens. Donc, c'est juste ça qu'on veut, c'est dégripper la machine. L'ABR, néanmoins, est bien un parti politique où on a une vision sur ce qu'on aimerait faire, qui est basée sur les dossiers du Cercle Sully, mais ce que j'ai dit, on en a choisi certains. Donc, si vous allez sur le site et vous regardez la vision politique, elle est décrite en détail. Alors, c'est un peu long comme lecture, je suis désolé, mais ça se lit. Et en plus, c'est passionnant. Donc, n'hésitez pas. Et donc, il y a vraiment une vision politique. Sur l'énergie, typiquement, qu'est-ce qui ressort des dossiers du Cercle Sully? C'est qu'on a, on sait, parce que la question était là-dessus, il y avait un peu d'énergie, on est d'accord. Donc, sur l'énergie, on s'est planté sur les énergies renouvelables, au moins sur le solaire et sur l'éolien, puisque ça va à l'encontre de notre souveraineté. C'est toujours la même question. On parle de la France. On veut des élus qui bossent pour la France. Je ne veux pas savoir si l'éolien et le solaire est bon pour le monde. Je voudrais savoir si en France, c'est bon. Le solaire est sans doute bon, mais il faut qu'on construise des panneaux solaires en interne, donc il faut retrouver de la souveraineté là-dessus. L'éolien terrien n'est pas génial, on n'arrive pas à en faire beaucoup. L'éolien maritime est plutôt bon, on arrive à avoir beaucoup d'énergie et ça commence à être rentable. Le nucléaire, maintenant, je crois que 80% des Français ont compris qu'on ne pouvait pas s'en passer et qu'il fallait arrêter de taper dessus. Ça fait partie des choses sur lesquelles on a tapé. Alors, je continue. Et dans les dossiers qu'on a faits, on a 3 étapes. On a le nucléaire d'aujourd'hui ou de juste demain, qui est l'EPR. On va y aller. C'est pas simple, mais on va y aller. On a les centrales à neutrons rapides. Je me souviens jamais du combustible. Thorium, merci. Les centrales à thorium, pourquoi? Parce que ça va nous donner de l'indépendance. Pas parce que c'est bon en tant que tel. Parce que du thorium, on en a en Europe. Donc ça vaut le coup de faire des recherches là-dessus, et on n'aurait pas dû abandonner les recherches sur le surgénérateur Phénix. Mais bref, c'est le passé, mais on a fait une connerie d'une connerie. Et puis on aura la fusion, sans doute, à la fin du siècle, si on a de la chance. Je ne vais pas rentrer dans le débat énergétique. Non, je sais bien. En revanche, la question que ça pose de manière aiguë, c'est celle de l'intérêt collectif versus l'intérêt individuel. Je prends un exemple. Le panneau solaire ou les éoliennes, ça peut être vachement intéressant en France pour quelques-uns. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, oui, on ne ferait pas les panneaux solaires et les éoliennes. Il y a des gens qui y trouvent un intérêt énorme, soit financier, soit politique. Et je suis d'accord. Alors, oui, je suis d'accord. Oui. Mais là, en tant qu'expert, entre guillemets, en tant que personne de la partie, ouais, je vais dire comme ça, c'est pas une question de cheville, mais pour travailler à EDF et pour connaître assez bien le dossier, parce qu'il y a 20 ans que je travaille dessus, le solaire et l'éolien, au niveau global, pour la France, c'est pas intéressant. Alors quand je dis c'est pas intéressant, il faudrait nuancer un peu, c'est intéressant. Dans les proportions dans lesquelles on est sur la PPE 3, c'est destructeur. C'est destructeur pour l'ensemble du tissu économique français, c'est destructeur pour la collectivité, pour l'emploi, enfin pour un tas de problèmes. Mais c'est dans ce sens-là que j'allais, on est d'accord. Ouais, donc je ne vais pas rentrer dans l'aspect énergétique, c'est pas le lieu, c'est pas le moment, mais il y a donc des questions qui méritent d'être posées dans le débat public, avec des éléments qui seront forcément réducteurs, parce que si on veut être exhaustif sur le dossier, on va noyer tout le monde. Donc à un moment donné, il faut être capable de recentrer les sujets sur 2 ou 3 arguments. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'ouvrir les tiroirs pour développer en cas de question. Oui, absolument. Ça veut dire qu'en fait, on a travaillé le dossier, on dit ok, on prend une position pour telle et telle raison, donc on arbitre,
parce que choisir, c'est renoncer. On retient C'est ça. un élément et pas les autres. En cas de question pointue d'un expert dans la salle, on est capable de répondre à un expert, pas forcément dans la salle parce qu'on va noyer tout le monde, et dire ben, venez nous voir, on va en parler. Oui. Et puis on prend une position, et puis on l'assume avec des coronesses, pour reprendre l'expression que j'ai eue tout Mais à l'heure. c'est ça. Parce que ça, c'est indispensable. Et là, c'est compliqué parce qu'en fait, ce sujet-là veut dire qu'il faut avoir cet attribut masculin ou féminin, parce que mon propos est pas sexiste. On va dire que c'est imagé maintenant, voilà. Il faut avoir cet attribut, mais une fois qu'on l'a fait, il faut aussi être capable de porter le sujet dans le débat public, parce que le problème du débat public, c'est qu'il y a un nivellement vers le bas aujourd'hui. Il faut être capable de reprendre position. C'est même pas un nivellement par le bas, il y a une caricature. Moi, je voulais dire simplement que sur le débat énergétique, j'ai suivi non pas sur un aspect public, mais je me suis rendu compte qu'on a créé une idéologie d'une concurrence. Et en fait, en France, il n'y avait qu'une concurrence négative par rapport au prix de l'énergie dans les autres pays européens. Donc en fait, c'est le pays qui avait les plus bas coûts énergétiques pratiquement de production, à part les Norvégiens sur l'électricité. On est sur une problématique, et l'EDF aussi a développé dans les centrales. En fait, on a introduit des opérateurs qui n'avaient aucune capacité de production propre, de manière avec des opérateurs techniques sur le marché. On a détruit EDF sur ordre de l'Allemagne. Il n'avait aucune raison d'être, il pouvait être c'est ça la concurrence négative. C'est entièrement sur des faits idéologiques européens. Oui, cette concurrence était rentable dans les pays à énergie chère, avec l'Italie, ou certains autres pays. En France, c'était une aberration totale d'absolument la concurrence, puisque le modèle était complètement équilibré, voire exportateur majeur. Mais on est bien d'accord que les décisions qui ont été prises contre l'intérêt des Français, par des politiques qui ne comprenaient pas. Et la dernière loi sur l'énergie, à part s'il n'y avait pas eu le tollé général des scientifiques, elle serait passée. Et elle était toujours aussi idiote. Sur ce sujet, c'est les décisions qui ont été prises, mais elles le sont toujours. Le problème, en fait, c'est qu'il y a une inertie importante sur le sujet. Que les décisions qu'on continue à prendre aujourd'hui, alors sont peut-être moins catastrophiques qu'elles ne l'étaient, mais elles ne vont toujours pas dans le bon sens. Or, sans énergie, il y a d'autres sujets dont c'est vrai, la santé, l'éducation, etc. La nourriture. Et sans énergie, on ne fera rien. On est d'accord. On est d'accord. Et je reboucle. On a besoin d'énergie pour faire de l'agriculture, on a besoin d'énergie pour les écoles. Enfin bref. On est d'accord. On a besoin d'énergie et ce sujet-là aujourd'hui, il n'est pas pris à bras le corps. Ou en tout cas, les personnes qui interviennent dans le débat public le prennent avec un prisme qui n'est pas le bon. Et donc, on a bien des mauvais. Je suis désolé, je vais le redire. On a des mauvais. Parce que, ouais, mais quelques-uns se sont exprimés correctement. Mais ils n'ont pas accès à l'expression publique. Ou mal, ou moins. La commission d'enquête parlementaire sur le sujet a émis des éléments qui étaient tout à fait intéressants, mais qui, un an plus tard, ne sont toujours pas pris en compte. Mais ils ne le comprennent pas. Oui, même en fait, ils font ça même comme des pieds. C'est-à-dire que la CNDP, donc la Commission nationale du débat public, fait intervenir des gens experts, et qualifiés d'experts. C'est des monologues sans fin, et en fait, c'est un monologue par monologue, il n'y a pas de débat. En fait, ils n'ont pas compris. Je suis d'accord, mais ça ne fait qu'apporter de l'eau à mon moulin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des mauvais. Je suis un scientifique, ok? C'est ma formation. Il y a combien de scientifiques à l'Assemblée nationale? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et enfin, quand il y en a, ils ne parlent pas beaucoup. Hein. Et je suis un scientifique, et néanmoins, je veux dire, depuis que j'ai 35 ans, et que je me suis séparé de ma maman, enfin, c'est normal, hein, pour les hommes, c'est 35-40, c'est à peu près ça. Donc, je me suis intéressé à plein de sujets. Je me suis intéressé à l'histoire, à la géographie, à la philosophie, et le fait de devenir un homme complet fait que je peux me présenter devant vous et dire, bah, écoutez, je vais essayer de vous représenter du mieux que je peux. Mais j'ai bossé, et beaucoup de gens le font. Et ces gens-là, je ne veux pas qu'ils partent. Je ne veux pas qu'ils se disent, je vais en retraite. Non, non, tu ne vas pas en retraite. Tu reviens là, et tu vas donner un peu de ta personne à la population, parce que tu as une expérience qui est valable, parce que ce que tu as fait, la nation en a besoin, mais en échange de quoi, on va tout faire pour pas que tu prennes de coups. C'est un équilibre. Je veux changer l'équilibre qu'on a aujourd'hui. Vraiment, la société française est composée par une classe dirigeante, des gendarmes, des gens braves et des gens de Dieu. Oui, c'est ça. Mais on va... Alors, à la Révolution, ça a changé un peu. Non, parce que les gens de Rome ont changé de... Ouais, d'accord.
Je veux dire par là simplement, les hommes d'armes aujourd'hui est une classe bien spécifique. Il était de la tradition française de dire, tout à fait normal, notamment de la société bourgeoise du XIXe siècle, pour réussir, il fallait être avocat, il fallait être juge, il fallait être ci, ça. C'était une tentative de nobilisation d'une société. Oui, mais c'est pas ce qu'on a à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, on a 60% de fonctionnaires. Mais c'est une illusion. Ça nous pose un problème. C'est une illusion. C'était une nouvelle forme en fait de robe d'État qui s'est créée. Parce qu'en fait, il y a n'oublions pas que la France était globalement décentralisée par les systèmes fiscaux. Et à partir de la Révolution, tout est recentralisé. Et en fait, on a abandonné la philosophie révolutionnaire pour entrer sur la notion de centralisme d'État total. Oui, Louis XIV. Est-ce que tu peux te considérer comme un progressiste? Ça, c'est un mot piège. C'est le mot que j'adore. Mais il est parfait. Il est parfait. Aujourd'hui, on a abandonné le mot de progrès. Alors, il a été volé. Je veux dire, si je vous parle de progrès, dans votre tête, c'est gauche. Ou LGBT, ouais, voilà. Donc, on nous l'a volé. On nous a volé la rose, on nous a volé le rouge, on nous a volé la pomme, on nous a volé tout ce qui était. Mais pourquoi on nous a volé ça? Voilà. Donc, on a. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, le progrès, on a abandonné l'idée, ça fait pas longtemps, hein. Ça fait entre 15 et 20 ans qu'on a abandonné l'idée de progrès parce qu'on dit, on va dans le mur, c'est une catastrophe, tout le monde va mourir, parce qu'on en est là, hein. Quand vous parlez à un jeune, c'est l'humanité va mourir. Mais non, elle ne va pas mourir. Ça va être difficile. Non, c'est ce qui se passe, hein. Non. Les injections, tout ça. Non, mais on a des gens qui se mettent dans la tête qu'on est à la fin du monde. On est avec des millénaristes. Oui, mais on y est tous les 10 ans à la fin du monde. Hein. Normalement, en l'an 2000, on devait tous mourir. Ouais. En 2012, la planète devait exploser. Oui, mais là, ils se sont trouvés un truc dur et puis qui repousse à chaque fois. C'est-à-dire, on a le réchauffement climatique et on va tous mourir à cause de ça. Alors, ce n'est pas une façon d'évacuer le problème. C'est un vrai grave problème sur lequel il faut travailler. Mais la vie ne va pas s'éteindre. Ça va être difficile. Sauf Israël et l'Iran, là, ils se sont mis sur la gueule. Là. Non, mais on ne va pas mélanger tous les sujets. Non, Grégoire, on ne va pas mélanger tous les sujets. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est dire qu'on a les mauvais, c'est vrai. Mais on est quand même dans un pays supposé démocratique et que les mauvais, ils ont un électorat. Et que si l'électorat propulse les mauvais... Non, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Le choix n'est pas là. Ils n'ont pas le choix. Quand on voit au niveau des médias, si tu donnes le choix au public de voir un débat d'idées sur la philosophie et une émission où on voit des abrutis finis qui se foutent sur la gueule et qui ne sont pas fichus d'allonner 3 mots sans dire une grossièreté, c'est pas nouveau. C'est celui-là qui va forcément faire le buzz. Mais c'est pas nouveau. Au Moyen-Âge, je pense que l'émission aura eu aussi beaucoup de succès. Oui, mais la seule chose, c'est que l'électorat aujourd'hui, il a des moyens techniques de pouvoir assister à ça et qu'il rentre là-dedans. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire sur l'électorat. Sur ce sujet-là, parce que je ne veux pas être mal compris. Sur le réchauffement climatique, qui est un vrai problème et qui est complètement pris de façon complètement délirante par les Verts, on a deux soucis. On a l'objectif, c'est-à-dire essayer de ne pas rentrer dans un mur avec un réchauffement trop important. Et aujourd'hui, aucun rapport n'est capable de dire exactement où on va. Et il y a la gestion des conséquences. Donc je vais donner un exemple concret. Il y en a un que je vais voler à quelqu'un et puis un autre que je vais vous donner. L'exemple que je vais voler à quelqu'un, c'est l'isolation avec la fameuse loi là qu'on a arrêtée il y a quelques semaines pour l'isolation des maisons. L'isolation des maisons, on a la moitié des maisons qui se chauffent au gaz et l'autre moitié des maisons qui chauffent à l'électricité. Cette électricité est nucléaire. Si j'isole une maison réchauffée à l'électricité nucléaire, je ne vais pas émettre moins de CO2. Je veux dire, je peux la chauffer autant que je veux, la maison, vu que c'est de l'électricité nucléaire, il n'y aura pas de problème de CO2. Donc on a pris l'argent de la communauté, le nôtre, on l'a donné à des gens pour isoler leur maison, ils sont contents, hein, parce qu'ils dépensent moins sur leur facture, mais est-ce qu'on a été efficace sur l'environnement? Non, pas du tout. Oui, alors, je
Je continue, mais oui, oui, tout à fait. Absolument. C'est absolument. Et donc, ça, c'est typiquement les décisions d'État. L'Europe a décidé ça. C'était bien pour le réchauffement climatique d'isoler les maisons. La France a dit, bah oui, on va isoler des maisons. Et ils n'ont pas réfléchi qu'en France, ça n'avait aucune conséquence. On prenait le même argent et on le donnait uniquement aux Parisiens. Uniquement aux Parisiens. Et on disait aux Parisiens et à la région autour de Paris, on vous donne de l'argent pour acheter une petite voiture et on va vous donner tellement d'argent qu'elle va vous coûter la moitié du prix. C'est à peu près l'équivalent hein, en termes de milliards. Hein. Et là, on résolvait le problème de pollution de Paris, ce que Anne Hidalgo a fait avec d'autres solutions, mais pas vraiment les bonnes. Ça, c'est, on adapte une solution à la France, petit 1. Petit 2, on reste concentré sur l'objectif. L'objectif ici, c'était de réduire le CO2, l'émission de CO2. C'était pas de punir les gens. Donc, on reste concentré sur l'objectif. C'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, de revenir, voilà, rester concentré sur l'objectif. Donc, petit exemple, petit 1. Petit 2, tout l'argent qu'on a utilisé, on l'a investi grâce à Macron, parce qu'il voulait briller dans le monde. Grâce à Macron, tout cet argent a été investi pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc, il n'y a pas que le CO2, effectivement, on en parlait tout à l'heure. On a fait un bon boulot, contrairement à ce que disent les gens, et où la France est punie parce qu'elle ne tient pas ses objectifs, etc. Faux. Elle ne tient pas ses objectifs vrais, mais elle a fait un sacré boulot là-dessus. Est-ce que... Oui. Et on part justement, c'est pour ça que je veux la France, on part de beaucoup plus bas, et donc on n'aurait pas dû accepter. Mais petit 1, je mets ça de côté. On a travaillé uniquement sur la réduction de CO2 qui va avoir un impact ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas, parce que c'est un paquebot, non, je continue, c'est un paquebot qui est entraîné et qui va, on ne sait pas où, on ne sait pas à quel point le fait de travailler sur cette réduction de CO2 va avoir un impact très fort ou très faible. Je mets ça de côté, disons que c'est bien, mais on a dépensé des milliards. On a dépensé des milliards qu'on n'a pas. Vous vous souvenez, on est à 3300 milliards de dettes. Et cet argent-là, on en a mis zéro. Il faut que les gens arrêtent de me dire qu'on a mis de l'argent. Zéro. Sur. Je vais vous poser la question. Ceux qui pensent que le problème du réchauffement climatique en France, c'est l'augmentation de la chaleur. Juste en termes de température. Levez la main. Ah, maintenant, ils ont peur. Le problème de la France, je ne parle pas du monde, le problème de la France, on est des élus français, on s'occupe de la France. Le problème de la France, c'est le quadruplement des précipitations. On a un problème d'eau, on n'a pas un problème de chaleur, on a un problème d'eau. Et à quel moment on a relevé les rails, relevé les routes, construit des digues, végétalisé les villes? Nettoyer les égouts. Oui, mais tout ça, c'est des choses qui coûtent de l'argent, qu'il faut faire et qui vont sauver des vies. Et effectivement, on ne va pas lutter contre le réchauffement climatique, mais on va sauver des vies d'aujourd'hui. Je veux bien sauver des vies de demain, mais pour que les vies de demain, je puisse les sauver, il faudrait sauver les vies d'aujourd'hui. Et je ne dis pas qu'il faut tout mettre là, je ne dis pas qu'il faut tout mettre là-bas, on a tout mis là-bas. Ce que je dis, c'est qu'il faut équilibrer et qu'il faut le faire avec nos finances. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de le faire, on n'est pas capable de le faire. Ça ne sert à rien de se faire briller à l'ONU en disant « moi, je suis un bon élève. Je suis un bon élève qui a ruiné la France. » Donc, c'est ça qu'on est en train de... Et pourquoi je suis capable de vous tenir ce dialogue-là, ce discours-là? Parce qu'on l'a travaillé, parce qu'on s'est intéressé au sujet. Je ne le savais pas avant. Il a bien fallu que j'apprenne, que j'aille regarder, que je m'intéresse et que j'essaie de comprendre ce problème-là. Et là, on voit la complexité du monde. Ça me permet de vous le dire, et ça vous permettra, vous, derrière, de le dire à d'autres personnes qui sont derrière vous, en disant, non, attends, c'est pas forcément la chaleur, tu sais, en France. On a peut-être plus un problème d'eau. On a un problème de chaleur dans le sud de la France. Je vous l'accorde, il va falloir le régler, mais ça se fait par la végétalisation, notamment, quand on veut vraiment faire des choses. Mais là, Paris, vous avez vu plus d'arbres dans Paris? Moi, j'ai rien vu. Là, il y avait un projet pour j'ai un petit studio pas loin du Trocadéro. Le Trocadéro était censé être recouvert d'arbres. J'en ai pas vu un seul. Hein. Il n'y en a pas un seul. Hein. Ça fait 20 ans qu'on sait qu'il fallait végétaliser les villes. Il y a aussi un plan éducatif dans le monde agricole. On devait être un personnel direct.
dans les petits villages du centre de la France, il y avait des chemins qui les reliaient, des chemins même très médiévaux, etc. Sur un de ces chemins, il y a une source qui coule. Un jeune agriculteur que je connais bien, mais une pompe pour alimenter une bassine pour abreuver ses vaches. Jusque-là, ça ne me dérange pas. Et puis après, il est en train d'expliquer gentiment qu'il se plaignait parce que c'est chaud, je ne sais. Je lui dis, mais c'est simple, c'était pas con. Et là, tu prends un chemin, tu fais un serpentin dans ton terrain, tu as de l'herbe verte à longueur d'année. Tu viens la faucher régulièrement pour avoir des fonds frais. Ah ouais, mais si je fais ça, je passe pas avec mon tracteur. Alors son père avait un tracteur de 60 chevaux et un tracteur de 400 chevaux. À quoi ça lui sert? Je ne sais pas, il est comme tous les paysans surendettés. L'agriculture française comme la pêche sont entrés dans une logique démente de suraccumulation du capital. Ils ont atteint un stade, ils sont à un rendement marginal totalement négatif. Et en fait, on a induit en France un système de perfusion. Tu vas perdre les gens. Voilà. Ça se fait par l'éducation, et le problème c'est que les grandes écoles de commerce, d'agronomie, agronomie là, oui. On leur inculque des trucs, tu appliques la méthode, voilà, ça te fait des profits, etc. Et derrière, en fait, on comprend que seulement maintenant, que les pesticides qu'on met dans les champs, etc., en fait, sont remplis de cadmium qui, en fait, nous tuent à petit feu. Et en fait, le truc, c'est qu'on devrait arrêter. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter, c'est inertiel. Alors, 1%. On a fait une désintoxication. Je suis souvent à l'Afrique, aux paysans, je leur dis surtout ne calquez pas le modèle agricole européen. Vous allez dans le mur, bien avec nous. Vous avez d'autres problèmes à traiter avant. Moi, j'ai une question en fait, pour ressortir par rapport à l'ABR. En fait, ce que tu disais, le progressisme, en fait, l'implication en fait, de perturber en fait, le système, en fait, de choquer, en fait, entre guillemets, en fait, de faire ressortir les meilleurs trucs. Voilà, bon, ça génère en fait souvent au départ une incompréhension. Comment tu vas gérer cette incompréhension en fait? Est-ce que tu as conscience du danger, par exemple, en soulevant en fait On a alors conscience du danger, c'est impossible d'avoir conscience du danger quand on commence à faire ça. C'est-à-dire qu'on a tout fait, comme je disais, hein, si on n'arrive pas à vous effrayer sur les coups que vous allez prendre, on va vous effrayer sur votre famille. Donc si vous vous présentez, si vous allez à l'élection, on va brûler votre maison, votre femme va avoir des soucis, votre enfant à l'école, on va lui faire des misères, etc. Bah, il faut l'accepter. Il faut l'anticiper, évidemment. Mais c'est des méthodes mafieuses qui sont actuellement utilisées et qui, parce qu'on a des gens qui sont... Alors, ce qu'on a vécu en 2017, pour vous donner un peu vue de l'intérieur. Là, on va faire une vue de l'intérieur. En me présentant à l'élection présidentielle, en tout cas à la course, à l'élection présidentielle, tous mes comptes ont été piratés, sans exception. Donc, les comptes de messagerie, mes comptes de fichiers en ligne ont été piratés. Mon ordinateur a été piraté. C'était dans l'essai finaliste ou pas? Non. D'accord. Donc c'est bien avant. Bien avant. Ouais. C'est ça, les 500 signatures de citoyens. Juste ça. Parce que moi, j'ai rien dit. Bah, alors, tu l'as pas vu. Non, j'ai pas été embêté. En 2017. En 2022, j'ai compris. D'accord, ok. Voilà. Et... Non, mais j'ai eu plein de bâtons quand j'ai organisé une primaire, il y a des gens qui Et donc, c'est toujours très diffus, c'est-à-dire qu'on a du mal à savoir qui vous attaque. Les gens le font quand même. Ça, c'est ma vision de l'élection. Donc, j'ai blindé tous mes comptes. Voilà, j'ai pas eu le choix. Donc, aujourd'hui, ça marche à peu près, mais je suis attaqué en permanence malgré tout. Et puis, on a créé le Cercle Sully, avec en première annonce, le Cercle Sully, c'est la défense de la démocratie. Il y a le mot démocratie, et il y a le mot liberté. Moi, je voyais plus le danger dans le sens où les éléments de langage en fait, assez disruptifs peuvent paraître violents ou quoi que ce soit. Dans le cadre en fait, de ta campagne, tu auras campagne, oui. Les visites, est-ce que tu as, enfin, je veux dire par là, est-ce que tu as songé à ta sécurité ou... Alors, j'y songerai comme un homme normal. C'est-à-dire, je vais être juste... C'est juste une appréciation en fait. Je vais...
c'est quelque chose de crescendo. C'est quelque chose de crescendo. Je ne viens pas de nulle part. Donc je l'ai vécu. Le cercle Sully, on l'a vécu. On a été attaqué en permanence. On a des tentatives comment on appelle ça, d'infiltration en permanence, de Chinois, de Russes principalement à chaque fois. Alors ça passe par tous les sens. Non mais voilà, il se trouve que je suis informaticien, je suis dans la sécurité aussi, je vois ce qui se passe. Et on est attaqué en permanence tous les jours. Et puis on a des gens qui s'inscrivent, qui disent qu'ils sont avec nous, etc. On s'aperçoit qu'ils ne sont pas français. Ils sont plutôt, puis quand on commence à regarder un peu d'où ça vient, souvent c'est soit la Chine, soit la Russie. Il suffit d'avoir le mot-clé République, liberté. Enfin, les deux mots-clés. Alors là, et donc, quand j'ai créé, puisque c'est moi qui ai créé le site pour l'ABR, vu que c'est voilà, c'est un métier que je connais bien, il a été attaqué dans les 2 jours. Ouais. Pour la petite histoire, donc en 2017, ouais. Mais par contre, en 2022, on a créé une primaire. Et quand Jean-François Arel, donc c'est peut-être avec Alain Sandard, était venu avec nous, on était primaire 2022, eux ils étaient la primaire des Français à la Français, donc ça veut dire pour faire un seul site, un seul groupe commun. Le site, la première point, le site des Français.org a été piraté. Donc on a tout perdu, c'était le 20 novembre 2021, donc du coup c'était juste un peu avant les élections de 2022. Donc on a tout perdu, on a dû recréer un site à la hâte, donc à partir de sauvegarde qu'on a utilisé à l'époque. Et en fait, on a pu remettre tout sur les rails, on a fait la primaire.fr.org, c'était un autre domaine. Il y en a plus quand même combien de primaires. C'est vrai qu'on a été attaqué. C'est systématiquement attaqué. Ce que je vais faire, c'est juste conclure pour les. Ce qui m'intéresse en fait les lecteurs et les auditeurs en fait là-dessus. Est-ce que tu es pour un rétablissement du service militaire et auquel cas en fait une allocation en fait des budgets de la défense en fait plus axée sur la formation, l'apprentissage qui est pour l'instant négligé un petit peu en fait au profit de l'armement ou on a 2 soucis majeurs sur lesquels on doit trouver une solution. J'en parlais un peu tout à l'heure. Et pareil, je ne veux pas être dans les solutions simplissimes. Donc, il y a une réflexion à mener. Donc, les 2 soucis qu'on a besoin de régler, qui sont face à nous, c'est une défense massive qu'on n'a pas. Donc, on en est conscient, on commence. Voilà. Donc, il faut travailler là-dessus. C'est beaucoup d'argent. Et on a une société qui part à volo. Alors, dire ça part à volo, c'est un mot facile. On a une société qui devient de plus en plus violente, qui perd les repères sur la vie, la notion de vie et du respect de la vie. Non, quand elle est violente, elle n'est pas amorphe. On a une autre partie amorphe, les deux. Et donc, assez facilement, quand on met ces deux-là ensemble, on voit poindre l'idée que peut-être qu'on n'aurait pas dû arrêter le service national. Ça veut dire oui, il faut y réfléchir. Ça veut dire oui, il faut y réfléchir. Ça veut dire, je pense qu'on a fait une erreur, mais comme je vous ai dit, ne jamais refuser la complexité. Un service national avec une armée qui tient la route, c'est 7% du PIB à peu près. Je ne sais pas comment on le fait aujourd'hui, c'est pour ça que je dis qu'il faut y réfléchir. Oui, c'est ça, mais 7% du PIB, est-ce que les Français sont prêts à mettre en presque 180 milliards dans l'armée alors qu'on y met 50 milliards aujourd'hui? Il faut les poser, il y a plein de boîtes à ouvrir. Et il faut le faire tranquillement. Voilà. C'est ouvert. Mais par contre, ça va bien dans le sens de refaire nation. On est bien dans cette approche-là et on cherche des moyens de refaire nation. On ne cherche pas à le faire à la poutinienne. On parlait de Poutine tout à l'heure. Donc, ce n'est pas notre approche.
Mais néanmoins, moi, ça me pose problème d'entendre des jeunes qui disent s'il y a une guerre, je m'en vais. Je trouve ça choquant. Donc, voilà. Pour l'instant, ils ont répondu très par la réserve. Parce qu'ils ne cautionnent pas les actes de leur gouvernement. C'est ça ce qui se passe. Mais il faut peut-être qu'il y ait des gouvernants qui soient de meilleure valeur et mieux reconnus, et auquel cas, il n'y aurait pas de souci. Je vais clore le sujet ici. Là, on a déjà 2 heures de vidéo. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère à très bientôt. J'espère que vous allez nous rejoindre. N'hésitez pas à aller sur le site de l'Alliance Bleue et Rouge. Vous cherchez sur Internet. Il est parfaitement visible et vous y trouvez toutes les informations que vous voulez. Et vous pouvez nous contacter. Et ici, on va en profiter. On va continuer à prendre un verre tous ensemble.